Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue aux 20h. Dominique de Villepin a été mise en examen aujourd'hui dans l'affaire Clearstream, une mise en examen assortie d'un contrôle judiciaire pour lequel l'ex-premier ministre a décidé de faire appel. Pour l'heure, il a refusé de répondre aux questions des juges, le temps de prendre connaissance du dossier. Le grand chassé-croisé a commencé entre juilletistes et haussiens. Nous ferons le point dans ce journal sur les premiers bouchons de ce week-end qui s'annoncent chargés sur les routes, mais aussi dans les cars et dans les aéroports. Le centre commercial de plan de campagne dans les Bouches-du-Rhône sera bien ouvert dimanche. Le préfet a reconduit son accord malgré les récentes décisions de justice. Ce centre est en passe de devenir le symbole de la lutte syndicale contre le travail le dimanche. Victoire pour un Français aujourd'hui dans le Tour. Malgré une chute, Sandy Cazard a remporté l'étape. Voilà pour le côté sport. Et puis pour le reste, les affaires de dopage laisseront des traces sur ce Tour. La rupture est consommée entre les organisateurs et l'Union cycliste internationale. Vous entendrez tout à l'heure le président de l'UCI. Enfin, nous prendrons un peu de hauteur pour terminer avec les championnats de France de parachutisme qui se déroulent en ce moment dans l'Aube avec une discipline particulièrement impressionnante, le freestyle. On commence avec les suites de l'affaire Clearstream. Dominique de Villepin a donc été mis en examen et il n'a plus le droit depuis aujourd'hui de rencontrer les personnes citées dans ce dossier, y compris Jacques Chirac. L'ex-premier ministre s'attendait à cette mise en examen, mais pas au contrôle judiciaire. Il a donc décidé de faire appel de ce dernier. Il n'a pas non plus répondu aux questions des juges. Il souhaite d'abord prendre connaissance des 27 tomes du dossier. Olivier Caroff, Valérie Lucas. Grand sourire et poignée de main, Dominique de Villepin tenait à se montrer détendu pour sa mise en examen. Complicité de dénonciation calomnieuse, recel de vol, d'abus de confiance, complicité d'usage de faux, ça il s'y était préparé. Mais les juges d'instruction lui avaient réservé quelques surprises. 200 000 € de caution, interdiction de rencontrer toute personne citée, dont Jacques Chirac. En moins d'une heure, le ton de l'ancien Premier ministre se fait solennel. Monsieur de Villepin. Je ne vous cache pas que ces mises en cause sont douloureuses pour moi et pour ma famille, mais je me battrai pour que dans le cadre de l'instruction, la vérité puisse enfin apparaître et je répondrai naturellement à l'ensemble des questions qui me seront posées. Et les questions ne manquent pas. D'abord sur ses rendez-vous avec le Corbeau. Le Corbeau, c'est Jean-Louis Gergorin, l'expéditeur anonyme des listings trafiqués à la justice. Il dit avoir agi sur ordre de Dominique de Villepin et avoir eu de nombreuses réunions avec lui sur le sujet. Deuxième point, l'enquête confiée au général Rondeau. Ce haut responsable des services de renseignement est le premier à avoir analysé les listings. Il a très vite fait part de ses doutes sur leur authenticité et plus encore quand le nom de Nicolas Sarkozy est apparu. Mais dit-il, personne n'a voulu le croire. Troisième question, Dominique de Villepin avait-il reçu des instructions du président Jacques Chirac? Oui, selon Jean-Louis Gergorin et le général Rondeau. L'ancien Premier ministre le nie, comme il conteste toute tentative de manipulation. Je tiens à redire ce matin qu'à aucun moment je n'ai demandé d'enquête sur des personnalités politiques. Qu'à aucun moment je n'ai participé à une quelconque manœuvre politique. Déjà entendu comme simple témoin l'hiver dernier, Dominique de Villepin devrait donc faire face une nouvelle fois au juge d'instruction. La première audition avait duré 17 heures. Et à l'Élysée comme à Matignon, il n'y a pas eu de commentaires aujourd'hui sur cette mise en examen. En revanche, à gauche comme à droite, certains ont souhaité réagir à ce qu'il est désormais convenu d'appeler une affaire d'État. On écoute. Je souhaite, et je l'ai dit depuis longtemps, que la justice puisse trancher en toute clarté. J'ai envie de savoir ce qui s'est passé, parce que quelqu'un de très proche de moi, parce que Patrick Ollier a été mis en cause, a figuré sur ces listes, et je trouve ça tout à fait scandaleux. J'ai donc essayé, depuis le début, parce que c'est ma conception de la justice, d'aider au maximum la justice. Je souhaite que, quelle que soit la juridiction saisie, les Français puissent tourner la page de l'affaire Clearstream qui empoisonne la vie politique française, surtout la vie politique de la droite française, depuis quelques mois. Et vous l'avez compris, derrière cette affaire, il y a aussi une histoire d'hommes, l'histoire d'une rivalité politique, un combat entre deux chefs qui, au sein d'un même parti, voulaient tous les deux devenir président de la République. Aujourd'hui, tout le monde en connaît la fin, mais il n'y a pas si longtemps, les choses étaient encore bien différentes. Arnaud Boutet. Le premier s'imaginait le dauphin de Jacques Chirac, le second n'avait jamais caché son ambition. À la Baule, ce fut ce jour-là un duel au soleil, une guerre des images entre un homme qui court et un autre qui l'attend.
avec à l'arrivée pour les photographes un joli tableau de la cohésion gouvernementale. Mais ce 3 septembre 2005, Jacques Chirac est hospitalisé au Val-de-Grâce. Cet accident va aiguiser leur rivalité. Déjà, le gaulliste Dominique de Villepin et le libéral Nicolas Sarkozy s'opposent sur presque tout. Le droit de vote des immigrés, la loi de 1905, la discrimination positive. Mais à l'époque, il ne faut pas dire désaccord, mais plutôt débat. Sur tous les grands sujets. Il peut y avoir débat. Et il est normal qu'il y ait débat. Mais il est normal aussi qu'il y ait action et décision. Nous sommes différents et nous sommes unis. Moi, je ne vois rien dans le fonctionnement du gouvernement qui me conduise à considérer qu'il y a une rivalité insupportable entre le ministre d'État et le Premier ministre, entre Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy. En avril 2006, la crise du CPE l'affaiblit. Au même moment, l'affaire Clearstream l'éclabousse. Dominique de Villepin clame son innocence et comme Nicolas Sarkozy, il se pose en victime. J'ai été la victime, au cours des derniers jours, d'une campagne de calomnie et de mensonges ignobles. Il y a une manipulation, je veux savoir qui est derrière. Je veux savoir qui m'a mis là-dedans. Vous avez des soupçons? Pourquoi on m'a mis là-dedans et comment on m'a mis là-dedans. Trop, c'est trop. Ça vous a blessé? Beaucoup. Le 4 mai 2006, la conférence de presse mensuelle du Premier ministre attire la foule. Les questions fusent. Un seul thème, Clearstream. Dominique de Villepin s'explique. Le nom de Nicolas Sarkozy n'a pas été évoqué en liaison avec de quelconques affaires. Nicolas Sarkozy maintient sa ligne. Il veut aller jusqu'au bout. Pour moi, ce n'est pas un problème politique. C'est d'abord une question de moralité publique. C'est bien pourquoi je ne transigerai pas. La vérité doit être connue et elle le sera. Le mot anglais Clearstream signifie le cours d'eau limpide. L'affaire du même nom ressemble davantage à un torrent boueux. Fin de l'acte politique et de la guerre pour le pouvoir. En tant que simple citoyen, Dominique de Villepin doit maintenant affronter la justice. Il commence à y avoir beaucoup de monde sur les routes ce soir. Voyez ces images aériennes tournées il y a une demi-heure à peine au-dessus de l'autoroute A7, au sud de Lyon. C'est l'heure de la grande transhumance pour ce week-end qui s'annonce l'un des plus noirs de l'été. Les vacanciers de juillet commencent à rentrer chez eux, tandis que ceux du mois d'août prennent la route des vacances. On compte déjà dans la vallée du Rhône une quarantaine de kilomètres de bouchons. On va voir maintenant la situation sur l'ensemble du réseau autoroutier français. Vous voyez la carte, le trafic et l'encombrement a été fourni par notre point route il y a quelques minutes. C'était donc la situation il y a quelques minutes à peu près. Dans la vallée du Rhône, les premiers bouchons se sont aussi formés dans l'ouest avec 6 km en Vendée sur la 10, 14 km près d'Orléans. Et puis sur la route de l'Espagne, sur l'A63, on compte déjà 12 km de bouchons et ça bouchonne aussi, vous l'avez vu, en direction de l'Espagne avec 9 km en tout jusqu'à la frontière. Alors comme chaque année, pour votre sécurité et pour celle des autres, les gendarmes seront particulièrement présents sur le bord des routes. Sur l'autoroute A6 par exemple, pour la seule portion qui traverse le département de Lyon, une centaine d'entre eux étaient mobilisés. Il faut dire que pour les grands week-ends, jusqu'à 50 000 véhicules par jour peuvent emprunter ce tronçon. Aurélia Brault, Frédéric Pitrel. Trop tard. L'automobiliste a bien aperçu les jumelles, mais il est déjà repéré. 170 km/h. La grosse cylindrée de la gendarmerie, capable de rattraper n'importe quel bolide, s'élance à sa poursuite. Cette fois, le contrevenant est un Hollandais. Vitesse enregistrée 173, vitesse retenue 164. Vous parlez anglais? En France, la vitesse autorisée est de 130 km/h. Vous roulez à 173. 173. L'amende est de 90 €, à payer cash. Allégé de 90 €, le père de famille va pouvoir reprendre la route de ses vacances. On a un petit pays chez nous, il y a beaucoup de circulation et on ne peut pas rouler bien vite. Et ici? Ici, c'est possible, vous avez bien vu. Et ce vacancier n'est pas le seul. Sur ce tronçon d'autoroute,
un tiers des retraits de permis concernent les automobilistes étrangers. Les Français modèrent leur vitesse, surtout en départ de vacances. Mais je dirais que les étrangers se lâchent sur nos routes. Et ils sont pressés de rejoindre le bord de mer. Donc on retrouve malgré tout en période d'été beaucoup d'étrangers en infraction. Bonjour, on va faire un petit contrôle du bus. Une semaine après l'accident du car polonais, les contrôles de bus et de camions sont une priorité. Les gendarmes contrôlent surtout ces disques, véritables mouchards des conducteurs. Ils peuvent y lire si les temps de repos ont bien été respectés. Car en bus, comme en voiture, la fatigue au volant reste une des causes principales d'accidents. Et voyez maintenant les prévisions de bison futé pour demain et après-demain. La situation empire et vire au noir dans le sens des départs, rouge dans celui des retours. Et il faudra, vous le voyez, attendre dimanche pour que cela s'améliore légèrement avec du orange dans les deux sens. Et si vous pensez échapper à la cohue en prenant le train, ne rêvez pas non plus. La SNCF attend 3,5 millions de voyageurs pour ce week-end. Elle a prévu de mettre pas moins de 1800 TGV à leur disposition. Les plus chargés ce soir étaient dans le sens des départs, vers le sud ou vers la côte atlantique. Reportage à la gare Montparnasse à Paris, Julien Dupéré, Thomas Donzel. Ils pensaient éviter les bouchons sur la route, ils auront eu les embouteillages au compostage. Vous en avez combien compostés? Allez, 6. C'est quoi, c'est pour les enfants? Non, les enfants et 2 chiens. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Bagages, plus poussette, plus bébé, la course assurée. C'est fatigant, mais pour passer l'escalier dans le métro, c'est la galère. Voilà. Vous faites comment? Oui, je cours. Mais à trop courir, les vacanciers risquent l'incident. C'est ici, au centre des opérations de la gare, que tous les problèmes sont traités. Là, c'était un passager qui a embarqué ses bagages, mais qui a pris plus de temps en gare et le TGV est parti. Et le passager, lui, par contre, est resté à quai. Pour ce week-end hors norme, les effectifs sont augmentés. 115 personnes vont se relayer jour et nuit dans cette tour de contrôle du trafic. Sur cette carte, vous voyez qu'on peut suivre tous les TGV de Montparnasse jusqu'à la Bretagne, les Pays de la Loire, Bordeaux, Hendaye et Toulouse. Il y en a combien qui arrivent et partent de Montparnasse ce week-end? 260 TGV au départ de Montparnasse ce week-end, 280 retours entre vendredi et dimanche. Un train au départ toutes les 5 minutes, la même chose à l'arrivée. Dans la cohue du chassé-croisé, pour certains, c'est le retour de Colonie. Maman est rassurée. Comme tout a été facilité, prise en charge des bagages, accueil, encadrement, c'était finalement une bonne expérience. D'ici à dimanche soir, 500 000 voyageurs auront foulé le sol de la gare Montparnasse. Et on va faire un tour maintenant sur la situation dans les aéroports. Images tournées ici à Orly-Sud. Beaucoup de monde déjà ce soir, vous le voyez, même si la journée record attendue est pour dimanche. En tout, dans les aéroports de Paris, on attend près de 850 000 passagers pour tout le week-end. Alors si vous faites partie de la tribu des juilletistes, comme on dit, c'est bel et bien fini pour vous. Il faut rendre les clés ou démonter la tente. Aujourd'hui déjà, la tristesse et la nostalgie étaient visibles dans beaucoup de campings. Reportage dans celui de la Pointe à Cap-Breton, dans les Landes, où en plus on ne peut pas dire qu'il ait fait très beau pour ce mois de juillet. Arnaud Comte, Philippe Dumail. Les vacances terminées pour ces jeunes retraités. Imaginez 15 jours dans un mobil-home au bord de la mer, forcément dur de plier bagages. Qu'est-ce qu'on peut mettre là encore? Ils annoncent un week-end rouge voire noir, alors on va bien partir ce soir. Trop de monde sinon sur la route. À la fraîche? Ouais. Oui, un peu plus tard, oui, quand même. Ouais. Nostalgique le retour? Tout à fait. Très. Le rush, là, tout le monde part, tout le monde arrive? Ouais, tout le monde part, tout le monde arrive, surtout demain. Tout le monde part aujourd'hui pour éviter les bouchons de demain. Comme sur la route, dans ce camping, c'est le traditionnel chassé-croisé entre juilletistes et haussiens. Alors, j'attends au 224 et 225. Voilà. Je suis entre les deux sapinettes qui sont là. Oui. La famille Noël vient d'avaler 600 km. Adieu Perpignan, bonjour le soleil et ses activités d'été. Petit préalable, monter la tente, ça, papa s'en occupe. Les petits, eux, font déjà le programme. Là, on va s'amuser. On va aller à la piscine, on va aller à la mer, on va se promener avec le vélo. On va aller en vélo à la plage et après on va s'amuser au jeu. Ici comme ailleurs, les vacanciers viennent chercher le beau temps. Bonjour. Ce camping affiche complet, mais dans la région, ce n'est pas le cas de tout le monde. En moyenne, moins 30% de réservations, une baisse essentiellement due à un début d'été pluvieux. Pour certains campings, ça va très bien, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, notamment les gens qui sont dans le nord des Landes. Et certains confrères se plaignent du manque de fréquentation. À quelques centaines de mètres du camping, la plage a retrouvé son ambiance estivale.
Bikini, baigneurs, parasol. Cette fois-ci, on l'espère, l'été est lancé. Le centre commercial de Plans-de-Campagne dans les Bouches-du-Rhône sera bien ouvert dimanche. Le préfet a reconduit plusieurs autorisations, d'autres devraient suivre. Et ce, malgré les récentes décisions de justice. La CFDT et la CGT se disent prêtes à attaquer ces dérogations. Il faut dire que ce centre est devenu le symbole de la lutte syndicale contre le travail dominical. Yannick Arossi, Christophe Larocca. Ouvert tous les dimanches et ça continuera jusqu'à fin juin 2008. Le préfet vient d'accorder de nouvelles dérogations permettant l'ouverture dominicale à Plans-de-Campagne pour préserver, dit-il, un système qui existe depuis 40 ans. Nous avons 5000 emplois en jeu sur la zone. J'estime que le rôle d'un préfet dans un département, c'est d'aider les entreprises en difficulté quand il s'agit de passer un cap. La plupart des dérogations arrivaient à expiration demain. D'autres ont été annulées par les tribunaux. À Plans-de-Campagne, pour les salariés comme pour les employeurs, c'est provisoirement la fin du suspense. C'était une pression quotidienne de savoir si on était ouvert ou non le dimanche. À l'heure d'aujourd'hui, on est un peu plus serein. C'est quelque chose qui existe depuis 42 ans, qui a prouvé sa capacité de créer de l'emploi, sa capacité de créer de richesse. Aujourd'hui, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour pérenniser ça dans le futur, dans un cadre plutôt légal. La légalité devrait être examinée très rapidement. CFDT et CGT ont l'intention d'attaquer une nouvelle fois ces dérogations en justice. Pour obtenir que le tribunal vérifie que ces dérogations sont bien illégales et qu'il n'y a pas de solution à continuer à violer la loi comme cela. À Plans-de-Campagne, des groupes de travail vont plancher sur l'avenir de la zone, tandis que les parlementaires devraient examiner début 2008 un projet de loi du ministre de l'économie concernant notamment le travail du dimanche. Alors au-delà de l'aspect social, ces ouvertures dominicales posent aussi un certain nombre de questions économiques. Sont-elles réellement intéressantes pour les magasins? Est-ce que les clients qui viennent le dimanche ne sont pas des clients perdus pour la semaine? Et puis surtout, s'il y a un surcroît de chiffre d'affaires, à qui profite-t-il exactement? Élément de réponse avec Bruno Timsit et Abdel Zouyesh. La rue des Francs-Bourgeois dans le centre de Paris. Ici, le dimanche, les magasins sont ouverts en toute illégalité pour certains, grâce à des dérogations pour d'autres. Selon les commerçants, fermer boutique le dimanche serait une catastrophe économique. Et on perdrait quand même ouais, je pense 30% du chiffre d'affaires facilement. On travaille très bien. 60% c'est ce qu'on fait le dimanche. En clair, en cas de fermeture, les clients du dimanche deviendraient-ils des clients de la semaine ou du samedi? En fin de compte, les clients consomment-ils davantage quand les magasins sont ouverts le dimanche? Forcément oui, forcément. On a plus tendance à consommer quand on est attiré par un magasin ouvert et avec du chaland, avec la lumière. Oui, c'est vrai, oui. Vous réservez une après-midi entre copines pour faire du shopping, donc forcément vous allez peut-être vous faire plaisir, mais dépenser plus parce que c'est ouvert le dimanche, je pense pas, non. Selon certains professionnels, ouvrir ou fermer le dimanche ne change rien au volume total des affaires. Si tous les commerces devaient ouvrir tous les dimanches, il y aurait un étalement des dépenses de 6 jours sur 7 et il n'y aurait pas davantage de dépenses dans la mesure où le pouvoir d'achat des Français n'est pas extensible. Au final, 56% des Français sont favorables à l'ouverture des magasins le dimanche, mais 75% d'entre eux ne souhaitent pas travailler ce jour-là. Bref, au-delà du problème économique, un choix de société. Pour l'instant, 4 Français sur 10 travaillent le dimanche, au moins occasionnellement. C'est une attaque digne d'une scène de Far West à laquelle ont assisté ce matin les salariés d'un centre commercial à Thiers, dans le Val-de-Marne. Des braqueurs ont pris d'assaut un fourgon blindé. Ils ont tenté de le faire sauter à l'explosif, mais le chauffeur qui était à l'extérieur a riposté avec son arme. L'échange de feu a duré très longtemps, mais il n'y a pas eu de blessés de part et d'autre. Les malfaiteurs sont finalement repartis sans butin. Fin du périple africain pour le président français. Avant de rentrer à Paris ce soir, Nicolas Sarkozy dîne avec son homologue gabonais, Omar Bongo Ondimba. Il incarne à lui seul la longue histoire des relations entre la France et l'Afrique. Il est le doyen des chefs d'État du continent et à ce titre, il accueille donc aujourd'hui son 6e président français, Samassoula Francis Forger. C'est en hélicoptère que Nicolas Sarkozy rejoint la réserve naturelle de Monda, un concentré des précieuses richesses forestières du Gabon. Être au cœur de cette autre Afrique au visage moins connu, une image voulue par le président français. À ses côtés, Omar Bongo et Jane Randall, une grande spécialiste des chimpanzés. C'est donc pas simplement le problème des Africains, c'est le problème du monde entier. Nous devons aider les Africains à sauver la forêt. Peu avant avaient eu lieu les retrouvailles avec Omar Bongo, au pouvoir depuis 40 ans au Gabon. Les deux hommes se connaissent bien, ils se tutoient.
Le président français Nicolas Sarkozy l'a déjà reçu à l'Elysée. Pétrole, situation stratégique, le Gabon, convoité par les États-Unis et la Chine, est un pays que la France soigne. Mais pour autant, on n'évite pas les questions qui fâchent, comme l'enquête que mène la justice française sur les biens immobiliers d'Omar Bongo en France. Si à chaque fois qu'il y avait des enquêtes judiciaires, il fallait qu'on arrête nos relations, on ne les aurait pas arrêtées simplement du côté africain. Si vous voyez ce que je veux dire. Allusion sans équivoque aux ennuis judiciaires de Dominique de Villepin. Il y a un an, Nicolas Sarkozy avait parlé de rompre avec les vieilles habitudes de la France-Afrique. Choisir le Gabon et le Sénégal pour sa première tournée africaine signifie que rupture ne sera pas synonyme de cassure nette et brutale. Et pendant ce temps-là, le Premier ministre François Fillon était lui à Madrid aujourd'hui. Un engagement a été pris, faire avancer rapidement la ligne de train à grande vitesse entre la France et l'Espagne. À terme, l'idée est de relier Madrid à Montpellier et donc ensuite au reste du réseau TGV français. Et à cette occasion, le Premier ministre espagnol a remercié la France pour son efficacité dans la lutte contre le terrorisme basque. À Rodez, dans l'Aveyron, les policiers ont arrêté hier le chef présumé de l'appareil logistique de l'ETA. Il était sous surveillance et a été interpellé avec 3 autres membres de l'organisation séparatiste basque. Par ailleurs, du matériel pour explosifs a été retrouvé dans leur appartement. Autre personnalité politique en déplacement à l'étranger aujourd'hui, la ministre de la Justice Rachida Dati. Elle s'est rendue près de Londres pour rencontrer l'inspectrice en chef des prisons anglaises. L'équivalent français de cette fonction n'existe pas encore, mais justement, c'est une réforme à l'étude. Le but, améliorer le système carcéral dans notre pays. Correspondance Maryse Burgot, Nick Busby. Cette femme blonde, aux côtés de la brune Rachida Dati, est l'inspectrice en chef des prisons britanniques. Un poste qui n'existe pas en France. Le garde des Sceaux veut donc le créer. Il s'agira d'une personne qui sera sensible à ce type de sujet. Et puis, vous savez, l'indépendance, elle est aussi dans les actes et les missions qui peuvent être assignés aux contrôleurs. Un contrôleur indépendant, comme cela existe donc en Grande-Bretagne depuis 1980. Ce matin, Rachida Dati a visité sans la presse cette prison anglaise pour jeunes délinquants. Une prison en partie restaurée, mais il y a quelques années, le racisme et les suicides des jeunes détenus y étaient fréquents. Et c'est précisément la visite puis les recommandations de l'inspectrice qui ont permis une amélioration. Elle nous reçoit à Londres, dans des bureaux déserts. Ils sont tous en inspection. Notre travail ne se fait pas dans les bureaux, mais dans les prisons. Au mur, quelques tableaux peints par des prisonniers, le symbole d'une vraie volonté de voir les droits fondamentaux des détenus respectés. Les inspecteurs peuvent accéder à n'importe quelle prison sans prévenir à l'avance. Nous avons nos propres clés, nous regardons partout sans être surveillés par un officier de la prison, nous avons des conversations confidentielles avec les prisonniers, bref, nous observons tout. Bien sûr, les prisons britanniques souffrent elles aussi de surpopulation. Récemment, 1700 détenus ont d'ailleurs été libérés pour faire de la place. Et contre cette surpopulation, l'inspectrice ne peut pas grand-chose. Mais Rachida Dati a quitté Londres ce midi plus que jamais convaincue de la nécessité de créer en France cette fonction. Au Pakistan, la violence a fait son retour à côté de la Mosquée Rouge, dans la capitale, Islamabad. Un attentat-suicide a fait tout à l'heure au moins 13 morts. Et c'est justement cette même mosquée qui avait été prise d'assaut il y a 15 jours par les forces de l'ordre, faisant au moins 75 morts chez des militants islamistes. La course a repris ses droits aujourd'hui sur le Tour de France et c'est un Français qui a gagné l'étape à Angoulême. Sandy Cazard avait pourtant bien mal commencé avec cette chute provoquée par un chien. Vous le voyez, il a été blessé au fessier, ce qui ne l'a pas empêché de finir premier. Il rêvait de gagner une étape depuis des années, mais il n'en avait jamais remporté une jusqu'à présent. Et puis quant au maillot jaune, il reste sur les épaules de l'Espagnol Contador. Le calme semble donc à peu près revenu dans le peloton. On parlait beaucoup moins de dopage aujourd'hui, ce qui n'a pas empêché la poursuite des contrôles en tout genre. Contrôles inopinés, bien sûr, mais aussi contrôles réglementaires à l'arrivée. Nathanaël de Rinxin, Chloé Lecomte. C'est l'endroit idéal pour être sûr de voir le maillot jaune. Le contrôle antidopage est un point de passage obligé pour le leader du classement général, Alberto Contador. Pas de photo, pas de sourire, pas d'autographe, juste un test urinaire et parfois, comme aujourd'hui, une analyse sanguine. Depuis le début du tour, Contador a été contrôlé à 6 reprises et ce n'est pas fini. Je pense que les contrôles ils sont fiables maintenant. S'il a triché, on le saura vite.
Dès l'arrivée du peloton, les médecins de l'UCI attendent les contrôler. Leur liste est prête. Chaque jour, le vainqueur de l'étape et le maillot jaune passent à l'antidopage, ainsi que 4 coureurs tirés au sort. Même si les médecins ne veulent pas parler devant la caméra, ils m'ont confié qu'en ce moment, le hasard faisait vraiment bien les choses. Depuis le début du tour, 384 contrôles ont été effectués, 225 étaient inopinés, 2 tricheurs ont été attrapés, une statistique qui réjouit les coureurs. Des contrôles inlassables, inopinés, sanguins, urinaires, on arrive à trouver. Ça fait mal, mais c'est un mal pour un bien. En cas de contrôle positif, la gendarmerie prend le relais. L'hôtel du coureur incriminé, comme ici, celui de l'équipe Cofidis avant-hier, est littéralement pris d'assaut par une section spécialisée dans ce genre d'affaires. Les issues sont surveillées, les poubelles isolées, les chambres fouillées. Chez Cofidis, les gendarmes étaient là à l'heure, mais avec Vinokourov et Rasmussen, les coureurs étaient partis avant. Cette semaine, les performances d'Alberto Contador, seul coureur capable de résister à Rasmussen, ont jeté le trouble pour certains suiveurs du peloton. L'Espagnol, dont le nom circulait dans l'affaire Puerto, même s'il a été blanchi de tout soupçon, reste l'objet de quelques suspicions. Moi je l'inviterai pour qu'il puisse être un grand vainqueur du Tour de France, à comprendre son ADN pour qu'il soit définitivement sorti de cette suspicion de l'affaire Puerto, par exemple. À Angoulême, Alberto Contador a débuté sa campagne de séduction. Quelques fleurs pour conquérir le public, en attendant de conquérir son premier Tour de France à Paris. Cette édition 2007 restera donc marquée par les affaires de dopage, à nouveau diront certains, mais cette fois il y a peut-être une chose qui a changé. Pour la première fois, la rupture est consommée entre les organisateurs du Tour de France et les instances internationales du cyclisme. Les premiers accusent les seconds de ne pas jouer à fond le jeu pour éradiquer le fléau du dopage. Les seconds ont répondu en exclusivité pour France 2. Christophe Duchiron, Julien Benedetto. Aussi violent qu'un règlement de compte à l'EPO sur une route de montagne, il y a le conflit du moment et qui couvait depuis un temps entre la direction du Tour de France ASO et l'Union cycliste internationale, à coup sûr des artilleurs de la parole qui portent des chemises à peine froissées et la veste à l'épaule. Ainsi Pat McQuaid, président de l'UCI, qui était à Bordeaux cet après-midi et qui sera au départ du Tour demain, s'est-il exprimé pour la première fois depuis le début des affaires. Mon opinion, c'est que le Tour de France n'appartient pas à Christian Prudhomme, à Patrice Clerc, à ASO. Il appartient à la famille du cyclisme, aux coureurs et au public. Quand l'organisateur du Tour, Christian Prudhomme, part d'un système, il accuse la Fédération internationale de cyclisme et son président. Il faut un système qui défende les grandes épreuves, qui sont l'essence même du sport cycliste, qui ont fait la légende de ce sport depuis plus de 100 ans. Le système actuel est une faillite absolue. On n'en veut plus. Il est vrai que les relations entre ASO et l'UCI ne sont pas bonnes. Les organisateurs du Tour ont profité des 3 semaines de course et de la présence des nombreux journalistes pour attaquer l'UCI. Et la plupart de ces attaques ne sont pas fondées. Sur le cas Rasmussen, Christian Prudhomme considère que l'UCI aurait dû écarter le coureur danois avant le début du Tour pour s'être soustrait à un contrôle inopiné. Je suis sidéré par le fait qu'un président de fédération internationale ne respecte pas les règlements de sa propre fédération. C'est incroyable. On a fait tout notre possible pour que le Tour de France soit propre et correct. Le fait que 2 coureurs se soient fait prendre positif prouve au contraire que le système de l'UCI fonctionne actuellement dans sa lutte contre le dopage. Pour l'instant, au bord de la route, les coureurs passent et le public entend passer au-dessus de sa tête des noms d'oiseaux. C'est moins passionnant qu'une belle échappée, mais que voulez-vous en ce moment sur le Tour? Tout fout le camp. Et alors, au-delà de cette rupture entre le Tour et les instances internationales du cyclisme, ces récentes affaires de dopage ont surtout cassé encore un peu plus l'image du sport dans le monde, de ce sport. Et pour comprendre l'ampleur des dégâts, nous avons interrogé les passionnés chez nos voisins européens. Voyez leurs regards, écoutez leurs sentiments. Ils ont été recueillis par nos correspondants dans les grandes capitales. Commentaire à Maury Guibert. Sur les routes de Kehl, en Allemagne, David fait ses 80 km tous les jours. Un cycliste amateur qui préfère pédaler plutôt que rester devant sa télé. Avant, je regardais volontiers le Tour à la télé. Mais maintenant, je trouve ça moins intéressant. Parce que la plupart du temps, ils sont dopés. On a l'impression que ce n'est plus vraiment du cyclisme. La seule chose qui compte, c'est l'argent. À Rome, sous un soleil écrasant, on n'est pas loin de partager le même avis. Chez Lazzaretti, fameux marchand de vélos de la capitale italienne, les petites reines sont bichonnées. Le Tour de France, lui, est traité avec moins d'égards.
Ce serait bien d'arrêter le tour, de tout annuler, de recommencer à zéro. Mais ce n'est pas possible. Il y a trop d'intérêts qui gèrent le tour, trop d'intérêts en jeu. Alors, pour vous, le jeu est faussé? Il l'a toujours été. À Londres, d'où le tour est parti au début du mois, certains veulent encore y croire. Je pense qu'au bout du compte, tout ira pour le mieux. Cette année, c'est terrible pour le Tour. Beaucoup de gens ont perdu confiance. Mais je pense que c'est sans doute un tournant. Les plus optimistes en Europe, il faut aller sur les plages espagnoles pour les trouver. Ce qui s'est passé, comment et pourquoi, il faudra qu'on nous l'explique plus tard. Mais pour le moment, le Tour, il faut qu'il aille jusqu'au bout. On doit continuer l'année prochaine avec de bon moral, pas de problème. Mais ici, on est un petit peu jugé parti. L'actuel maillot jaune est un Espagnol. Autre sport, on va prendre de la hauteur maintenant avec les championnats de France de parachutisme. Ils se déroulent actuellement à Brienne-le-Château dans l'Aube et depuis quelques années, une nouvelle discipline a fait son apparition particulièrement spectaculaire. Cela s'appelle le freestyle. Attention, ça décoiffe. Claire Lescinq, Laurent Desbois. Âme sensible, s'abstenir. Valérie Duchâtel est championne de France de parachutisme et veut conserver son titre ce week-end. Sa catégorie, le freestyle, une discipline entre la gymnastique et la danse à 250 km/h. Valérie a le cœur bien accroché. Sur terre justement, la danseuse étudie la cardiologie. Avec le parachutisme, elle a trouvé son équilibre. Ça me fait voyager, rencontrer des gens, sortir du milieu médical qui a tendance à être un milieu un petit peu confiné. Et puis parce que c'est toujours agréable d'être en l'air, on se sent libre, il n'y a pas de contraintes. La discipline se pratique à deux. Valérie fait de la chute libre avec Thomas depuis 2004. Elle, c'est la grâce et l'élégance, et lui, c'est la technique. Moi, je filme. Donc j'ai le casque vidéo avec la caméra. J'ai un viseur sur mon casque. Et voilà, je la mets sur la tête et je filme Valérie. À terre, ces gestes paraissent simples, mais leur répétition est primordiale. Car à 4000 mètres d'altitude, la tête en bas, le cœur à l'envers, tout se complique. C'est une façon de se concentrer et puis de bien synchroniser, être sûr qu'on part bien sur les mêmes choses, avec la même idée et qu'on a bien les mêmes idées en tête. La vidéo est le seul témoin de ce qui s'est passé dans les airs. Les juges observent le saut, 45 secondes au total, pour réaliser figure libre ou imposée selon les manches. Le jury donne ensuite une note allant de 1 à 10, comme au patinage artistique. Pour l'heure, l'équipe de Thomas et Valérie est en tête des championnats de France. Leur objectif, devenir champion du monde en 2008. Et toujours en l'air, rien ne va plus à la NASA. La célèbre agence spatiale américaine a tenu une conférence de presse aujourd'hui pour s'expliquer sur deux scandales. Le premier, un ordinateur destiné à la Station spatiale internationale a été saboté, une enquête a été ouverte. Et puis le deuxième, et non des moindres, il s'avère qu'un certain nombre d'astronautes ont parfois un peu trop bu en vol. Ils emportent de l'alcool dans l'espace et le problème c'est qu'un rapport révèle qu'à 2 reprises au moins, ils auraient été autorisés à partir en mission alors qu'ils étaient ivres. Une enquête là aussi a été ouverte, boire ou voler, il faut choisir. Boire un verre et écouter du jazz, en revanche, il n'y a pas de contre-indication, surtout au Festival de Sancerre. Il a lieu en ce moment à Rontanzit. Vivien Roussel. À flanc de coteau, quelques notes de jazz. Mais surtout des vignes à perte de vue. Normal, au pays du Sancerre, la musique n'étanche pas la soif. En ville, les cartons de bouteilles se portent des deux bras, le droit, le gauche, c'est ce qu'on appelle de la stéréo. C'est qu'ici, le touriste vient avant tout pour... goûter le vin, en général. Et du jazz? Un peu aussi, en cherchant le vin. Pendant une semaine, au bord de la Loire, la musique se déguste sans modération. À la conquête d'un public pas forcément jazzy au départ. Quand les gens ne connaissent pas et qu'ils écoutent, on voit bien qu'ils sont là pour boire un verre et ils se disent bon on écoute une chanson, on y va, et en fait là ils restent. Et là c'est vrai que c'est plaisant, c'est vraiment un challenge. De la bonne humeur dans le presbytère du village. Bévinda, la chanteuse de fado, a pris la place du curé. Du culot il en faut. Dans sa voix,
un grand monsieur. Gainsbourg et son poinçonneur des lilas. Dans des billets, je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Je l'ai beaucoup écouté, effectivement, pour m'imprégner de sa personne, de ses intentions. Et ensuite, je m'en suis complètement détachée. Ensuite, je l'ai mis de côté et j'ai trouvé mon propre souffle. Je t'aime et je crains de m'égarer. Je t'aime des grains de pavot. Au pays du bon vivre, qu'il connaissait si bien, Gainsbourg a beaucoup plu. Le fou te plaît. 16 ans après sa mort, ses textes coulent toujours dans nos oreilles comme le plus délicieux des breuvages. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet. Ensuite votre point route en temps réel avec Julien Pascal. À 20h50 c'est de la musique avec le tube des tubes. Très bonne soirée sur France 2 et puis quant à moi je vous retrouve à demain 13h.